Trouver sa vocation est tantôt une évidence, tantôt une providence. Pour Frédéric Farucci, ce fut surtout une délivrance. Et un long chemin qu'il nous invite à emprunter photo à l'appui, et avec ou sans filtre. Bienvenue dans votre vie. Aïe, aïe, aïe. Frédéric Farucci. Des photos données par votre maman, d'ailleurs. Oui, hein oui, dont certaines me sont inconnues. Eh ben, vous allez devoir les commenter parce que c'est l'émission, ça. Hein, on passe devant les images de sa vie et on raconte. Allez, commençons par là, tiens. Allez. Bon, ça là, forcément, je m'en souviens plus. Hein. De toute façon, j'ai une mémoire de poisson rouge, hein, donc on va voir. Il va y avoir beaucoup de... Mais effectivement, c'est mon père et a priori, ça doit être moi, là. Qui c'est votre père? Mon père, c'est... Jean-Félix? C'est Jean-Félix, pardon. Oui. Comment... Racontez-moi, qui c'est votre père? Jean-Félix. Jean-Félix. Plusieurs vies. Oui, papa. Plusieurs vies. Oui, là, à cette époque-là, je pense quand je suis né, il était pion au lycée Fesch, puis après, il a travaillé au Crédit Agricole, dans la banque, donc, et puis après, il a repris une société de fruits et légumes en gros, et donc il a été quand même entrepreneur pour le plus clair de sa vie. Après, c'est un musicien, donc... c'est un hyperactif, en fait. Hyperactif. Il fait tout. Tous les matins, il se lève à 4h du matin, oui. Planche à voile, enfin, ça va dans tous les sens. Dans tous les sens, oui. Très, très sportif, beaucoup de sport automobile, mais aussi de la planche à voile, beaucoup de musique. Il avait un groupe qui s'appelait Les Autres. À l'époque, à mon avis, il devait jouer... Les Autres? Ouais. Ah, j'ai pas connu. Dans ce groupe-là. Oui, bah, c'est normal que vous ne l'ayez pas connu. Forcément. Et voilà, donc oui, assez hyperactif. Et le rallye. Et le rallye, oui. Votre papa, il va être meilleur insulaire en 81, 82, 83. C'est ça, non? C'est quelque chose comme ça, oui. Sur le Tour de Corse. Oui, je me souviens plus exactement, mais effectivement, c'était un excellent pilote. Ouais. Et donc, rien d'étonnant à ce qu'on vous retrouve avec votre maman ici, parce que chaque week-end, je crois savoir que vous lui suiviez sur les courses, courses de côte, partout. Évidemment, oui, j'ai grandi dans un environnement de garage automobile, de préparation de voitures de course et de rallye. Hein. Donc, effectivement, c'est une photo dont je ne me souviens absolument pas, mais qui ne m'étonne pas. Votre maman aussi était un peu férue de conduite automobile. Complètement. Hein. Elle conduisait très bien, très vite. Elle continue d'ailleurs à conduire vite. Hein. Les deux, hein, ils continuent à conduire vite, hein, peut-être. Un mot sur la personnalité de votre maman, c'est le contraire de votre père. Oui, je ne sais pas si c'est le contraire, mais en tout cas, elle est beaucoup moins hyperactive que lui. C'est une grande lectrice, très mélancolique. Très mélancolique, oui. Votre maman. Et du coup, elle est sur un rythme vraiment à l'opposé de celui de mon père. Et donc, tous les deux étaient beaucoup occupés et pas souvent à côté de vous. Heureusement, il y avait... La grand-mère. il y avait elle. La grand-mère, oui, avec qui je joue au ping-pong. Là, ça, je m'en souviens, par contre. Importante, oui. Julie. À Capitale, Julie, oui. Julie, j'ai passé le plus clair de mon enfance avec elle. Et il y avait une sorte de folie douce qui m'accompagnait en permanence avec elle. Mais mes parents, qui m'ont eu très jeune, en fait... C'est une éducation où il fallait donner un cadre précis, c'était assez strict en fait. Et ma grand-mère, c'était tout le contraire. Tout était permis chez elle. Tout était permis, j'ai tout cassé chez elle. et oui, c'était une vraie fenêtre, ouverte vers le comment dire. Le tout est possible, en fait. Vers le champ des possibles. Le champ des possibles. Et voilà. Vous jouiez avec elle au ping-pong. 1m50, hein? 1m50, excellente joueuse de ping-pong. Pour sa génération, elle était née en 1918 quand même. Hein. C'est pas banal. Et oui, donc on jouait notamment au ping-pong. Et quand vous parlez de sa folie douce, paraît-il, c'était constamment même des jeux de mots à longueur de journée. Oui. C'était vraiment quelque chose. Ah, oui, c'est la vidange. Enfin, elle avait beaucoup comme ça. Oui, c'était des jeux de mots en permanence et les rires tout le temps. Dès qu'on entendait quelque chose se casser, on entendait un rire qui suivait. C'était systématique. Donc, du coup, rien n'est dramatique dans une éducation pareille, en fait. Et c'est très... Ça ouvre beaucoup le champ des possibles. Tant et si bien qu'aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez récupéré son appartement et encore aujourd'hui, quand vous allez dans son appartement, il se passe quelque chose chez vous. Ah, il y a quelque chose de très, très matriciel pour moi, effectivement. Oui, j'ai récupéré son appartement à son décès et c'est l'endroit où j'ai grandi. Donc, c'est pour moi un lieu très, très important. Et je suis heureux que... Donc, j'ai un petit garçon qui a 5 ans et demi et que lui aussi... s'imprègne de ça, il passe du temps. Vous allez grandir donc avec votre grand-mère, bien sûr. Et puis il y a ça. Le sport automobile, oui.
Oh là là. C'est pas moi qui choisis ces photos-là. Hein. Je ne les assume pas du tout. Oui, mais elle veut tout dire, ça. Ouais. Vous grandissez dans le culte de la vitesse. De la vitesse, et puis là, en l'occurrence, c'est une photo de mon père. Donc du coup, dans le culte de la vitesse et dans le fait de suivre comment dire, son évolution de pilote automobile. C'est votre, j'ai envie de dire, c'est peut-être votre unique folie de jeunesse, non? C'est la vitesse. Oui, ouais, peut-être. Je sais pas si j'en ai eu d'autres ou pas, mais en tout cas, la vitesse, c'était quelque chose avec laquelle je vivais énormément. Ouais. Et puis j'avais une moto et je faisais vraiment l'idiot en moto. Donc oui, la vitesse était omniprésente. Ouais. Et j'ai l'impression qu'à comme moto, vous faisiez l'idiot parce qu'on va passer sur la photo d'à côté. Vous passez par où? Oui, allez, venez avec moi, venez par là, allez. À côté de ça, une enfance assez sage. Alors, avant de parler de l'école, là, j'aime bien cette photo parce que... Allez-y, vous avez quelque chose à dire peut-être. Je crois que c'est ma première sortie en boîte avec Stéphane Basteliga, qui est un ami de toujours. Et là, je crois que c'est notre première sortie en boîte. C'est au Palm Beach, à mon avis. Et on doit avoir 15 ans, tout cassé. Hein. Une enfance ajaxienne, avec les Ajaxiens. Ah oui. Vous êtes plutôt dans la partie de la route des sanguinaires. Oui. Comment vous la qualifiez, cette adolescence, cette enfance? Oh, plutôt heureuse, nonchalante. Je me laissais vivre, je me suis laissé vivre très longtemps. Hein. Oui, on va comprendre ça. et voilà, et donc du coup, c'était une Dolce Vita. Le fait d'être fils unique, c'était un truc... Ça m'a pas travaillé. Enfin, j'éprouve pas de manque, mais je sais pas ce que c'est d'avoir un frère ou une sœur. Donc c'est un manque que j'ai pas vraiment éprouvé. D'accord. Et il y a là. Alors ça, quelle classe c'est? C'est la classe de terminale. Terminale C, d'accord. Parce que j'ai cru entendre dire qu'à l'école, vous avez toujours eu beaucoup de facilité. Je sais pas ça. Ouais, c'est un peu, comment dire, c'est un peu prétentieux de dire ça. Mais non, parce que c'est pas vous qui me l'avez dit, c'est votre maman justement. D'accord. Oui, non, c'est vrai. Bon, j'ai jamais souffert en classe et j'ai jamais beaucoup travaillé, donc du coup, je sais pas si on peut qualifier ça de facilité, mais en tout cas, je me souviens très bien de la terminale C, où il y avait quand même un enjeu puisqu'on passait le bac, et on a quand même beaucoup rigolé, notamment avec j'en vois certains là, avec Stéphane Mendes, avec Jean-François Sobrini. Il manque Patrick Mancini, je ne sais pas où il n'était pas là ce jour-là. Il était peut-être souvent absent. Il n'était pas là pour la photo de classe. Il n'était pas là pour la photo de classe. mais oui, on avait rigolé pas mal en terminale. Au point que quand on est arrivé en prépa avec Jean-François Sobrini, il y avait 2 classes dans la prépa, on était chacun dernier de la classe et de loin. Eh bien ça, c'est pas ici qu'il faut me le raconter. C'est dans la pièce d'à côté, justement, okay. Parce qu'on va vous retrouver après la classe de terminale. D'accord. Mais on prépare, allez. D'accord. J'espère que j'avais des cheveux un peu différents de ceux-là, parce que là, on va voir. J'assume pas trop. C'est la surprise. Allez Fred, installez-vous. Et donc sans surprise, on va vous retrouver... En photo, c'est ça? En prépa. C'est la prépa, ça? Eh oui, c'est la prépa. Et du coup, il y a beaucoup moins de sourire. Vous êtes en haut, à côté de votre copain, justement. Ah oui, à côté de Jean-François. Oui, vous êtes les 2 derniers. Eh oui, chacun dans une classe. Qu'est-ce qui vous prend d'aller en prépa comme ça, quand même? Vous avez amorcé un petit peu là, mais ça m'a pas suffi, moi. Oui, bon, non, mais c'est vrai. Moi, je pense que le fait que mon père soit entrepreneur, ça m'a donné envie de graviter dans le monde de l'entreprise. Voilà, j'ai pas réfléchi plus que ça, en fait. Hein. On est en prépa quoi, là? Prépa HEC. Pourquoi vous vous donnez pas les moyens de réussir, hein, cette prépa? Pourquoi vous ne travaillez pas beaucoup? J'en sais rien, ça faudra en parler à ma psy, hein, mais je crois que j'étais pas fait pour fournir l'effort. J'allais beaucoup au cinéma déjà. Hein. Ah oui? Ouais. Oui, Paris, on vivait à Montparnasse avec Jean-François et du coup Montparnasse, il y avait des dizaines de salles et on passait certainement trop de temps au cinéma. Carrément. Ouais. Et oui, non, j'arrivais pas à rentrer dans la logique en fait. Et d'ailleurs, c'est bizarre que je me sois acharné et que j'ai fait une 2e année de prépa. J'aurais dû comprendre dès la première. Mais bon, j'étais vraiment tout sauf mûr. Hein, donc, et puis vous aviez une autre préoccupation aussi à l'époque, dites-moi si je me trompe, mais qu'en tout cas, c'est ça. Ah oui. Ah, ça c'est drôle. Alors là, c'est la première course que j'ai faite sur la course de Côte d'Ocana.
Et oui, ça me travaillait beaucoup. Je ne sais pas si ça me travaillait au point de me déconcentrer. Hein. Je ne vais pas chercher d'excuses. Hein. Je pense que je n'étais pas concentré parce que je n'étais pas concentré, quoi. Mais effectivement, c'était quelque chose qui me travaillait énormément. Et ayant grandi dans cet univers, j'avais très, très envie de m'y frotter aussi, quoi. Et oui, parce qu'il y a la photo duo qui est importante aussi. Oui. Vous allez aller... dites-moi, racontez un petit peu. Oui, alors là, c'est là qu'il y a eu une mauvaise... Sur la première course que j'ai faite, j'ai gagné ma classe. Et c'est là qu'il y a eu un mauvais message, en fait. Je me suis dit, c'est bon, la voie est tracée, je vais être champion du monde des rallyes. Et puis là à gauche, c'était une formule de promotion qui était très, très, très compétitive, qui était le volant 106. Et oui. Et là, j'ai compris ma douleur, en fait. La preuve. Ah ouais. Alors ça c'est pas forcément qu'on n'a pas le niveau, hein, quand on sort de la route. Hein, ça arrive à tout le monde. Hein. Mais le fait est que celle-là, elle était particulièrement violente. Hein. C'était. C'est ce qui va dire. C'est ce qui va. En tout cas, c'est à cause de ça ou grâce à ça que vous arrêtez. Oui, en fait, il y a eu celle-ci de sortie de route. Ça, c'était au rallye du Rouergue, donc dans le sud-ouest. Et puis il y en a eu une autre à La Rochelle. 2 grosses sorties de route qui ont soldé ma présence dans le sport automobile, à la fois parce que c'est un sport qui coûte très cher et que donc de casser 2 voitures comme ça entame énormément le budget, et puis parce que puis quelque part ça m'a fait un petit peu réfléchir, hein. Alors pendant ce temps-là, vous avez 23 ans, hein, quand vous arrêtez, je crois, ouais. le sport automobile. Ouais. Vous continuez quand même, pas tant bien que mal, vous continuez à multiplier les diplômes. Vous allez un coup à Nice faire un DEA, c'est ça? Oui, j'ai fait. Donc du coup, après la prépa, j'ai fait le DEUG à Marseille et licence maîtrise à Aix. Ouais. Et j'ai fait un DEA et un début de thèse à Nice. À Nice, ouais. Effectivement, toujours en se laissant porter, sans trop savoir ce que vous allez faire. Voilà. C'est ça qui est intéressant. C'est ça. Je ne sais pas si c'est intéressant. Non, parce qu'on vous retrouve là aussi. EY, ouais, c'est ça. Ernst & Young. Oui. Mais qu'est-ce que vous faisiez? C'était quoi votre travail là? J'étais consultant en management, donc c'est-à-dire on allait dans des entreprises pour optimiser les processus de gestion. J'ai assez vite compris que cette optimisation, ça revenait souvent à licencier des gens, et ça c'est quelque chose avec laquelle je pouvais pas vivre en fait. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai dégagé assez vite de ça, parce que aujourd'hui je serais riche, hein, si j'avais continué. C'est des métiers dans lesquels on gagne beaucoup d'argent, mais on gagne beaucoup d'argent en plongeant certaines personnes dans la précarité. Et ça, c'est pas une vie que j'aurais pu mener en dormant bien. Vous faites quand même 3 ans. Ouais, je fais 3 ans. Je fais 3 ans. Oui, je fais 3 ans parce que je progresse vite. Je trouve ça assez facile. C'est des métiers qui demandent beaucoup d'heures, mais je trouvais ça assez facile en fait. Et vous quittez Ernst & Young et vous montez une boîte. Oui. Une start-up à l'époque. C'est la mode des start-up, hein. Oui, c'est la mode des start-up à l'époque. Ouais. Ouais. Une start-up de quoi? Une start-up de recrutement online. C'était un des premiers sites de recrutement online. Et il y a ça. Et il y a ça. Oui, il y a ça. Alors, ça a été beaucoup plus dramatique pour les personnes qui étaient là que pour nous, hein, mais le fait est qu'il y a eu un arrêt radical dans l'économie. C'était au moment où nous, on pouvait commencer à percer, à signer de premiers contrats, et tout s'arrête d'un coup. Et du coup, la boîte... La boîte coule. La boîte coule. Et là, vous vous retrouvez sans rien. Et nous, on vous retrouve là. Oui, l'enquête corse. Expliquez. L'enquête corse. Mais en fait, alors donc il y a sur la photo du collège Sainte-Barbe où j'étais en prépa, en fait, il y a une personne qui ne figure pas parce qu'à l'époque elle était en terminale, qui est Grégor Souzy, qui est devenu, on s'est rencontrés là, et c'est devenu comme un frère en fait, un grand ami, qui lui a fait ensuite une école de cinéma et qui s'est lancé assez tôt dans la régie. Et donc, on était toujours fourrés ensemble, hein, à Paris. Et au moment où moi, j'abandonne la start-up, c'était un moment où je me posais déjà beaucoup de questions et où je crois que j'avais déjà décidé de changer de voie, que j'avais envie c'était le moment où j'étais prêt à m'accorder le droit de faire du cinéma, en fait. Le cinéma, ça a été une passion d'adolescence. J'ai vu des dizaines et des dizaines de films en vidéo. Enfin, quand je dis des dizaines, c'est plutôt des centaines. Ensuite, dès que je suis arrivé à Paris, je passais mon temps au cinéma.
Et je crois que je suis arrivé à un stade de ma vie où je me suis dit, bon, mais là, maintenant, il est temps de prendre des décisions radicales et d'aller vers ce qui t'attire, quoi. Et il se trouve qu'à ce moment-là, Grégor était régisseur sur l'enquête corse, et il m'a dit, bah, tiens, voilà, si ça te dit... Bien comme assistant régisseur. Bien comme assistant régisseur. C'était assez drôle, d'ailleurs, parce que je passe à l'entretien d'embauche avec le dire de prod et le directeur de production, et il me dit d'amener mon CV, et sur le CV, moi, mon dernier emploi, c'était PDG, en fait, hein. Et il me dit, PDG, chez moi, tu sers les cafés, hein. Je dis, bah, très bien, allons-y pour servir les cafés. D'accord. Et effectivement, c'est le déclic. Vous allez rentrer d'ailleurs vous-même dans la prod, vous allez faire des stages dans la prod, hein. Au début, vous rentrez par cette voie-là, en tout cas, dans le cinéma. Par cette voie-là. J'avais déjà fait une petite formation avant, parce que je me disais que... Bon, moi j'avais toujours le désir d'écrire et de réaliser, mais je me disais que n'ayant pas fait d'école de cinéma, peut-être qu'un moyen d'entrer dans ce milieu-là, c'était d'utiliser les compétences que j'avais acquises. Donc j'avais des compétences, moi, en gestion, en gestion de projet, et donc du coup, la régie et la direction de production, pardon, c'était assez... Enfin, je comprenais vite ce qu'il fallait faire. Donc vous allez faire quelques années, comme ça, et tant et si bien qu'un jour, en Corse, comme producteur, on vous appelle parce que vous avez ces compétences, et puis ça donne, on est en 2004, ça. La vie filmée des Corses, où vous êtes éco-producteur et co-réalisateur. Oui, alors pour être plus précis, coproducteur et réalisateur. Entre 2004 et 2007. C'est super, ça. Merci. Bah oui, c'est super. C'est quand je commençais à France 3, je me souviens. Donc c'est super, tout simplement. Donc vous avez, allez, on dit un pied, peut-être pas encore dans le cinéma, mais en tout cas dans l'image. Et on va voir dans une autre pièce que ça va donner avec l'autre pied. D'accord? Allons-y. Venez avec moi, Fred. Frédéric, dernière pièce. On est de plein pied dans le cinéma. Et quand on veut commencer le cinéma, ça se passe ici. On commence toujours avec ça, un court-métrage en 2007. Papa? Si. Mais il était vivant hier. Hier, oui, c'est toujours comme ça, hein. Allez, on s'active. Je me suis retrouvé sur un plateau de cinéma avec une équipe de cinéma, et j'ai trouvé que c'était une des choses les plus intenses que j'avais jamais vécues. Et dès lors, c'est devenu une obsession, quoi. Et que chaque fois que je quitte un plateau, je ne pense qu'au moment où j'y retournerai. Donc j'ai découvert ça. C'était extraordinaire, avec 2 comédiens extra, et ouais, une très très belle aventure. Ouais. L'offre et la demande. Vraiment, vraiment, vraiment super. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai eu l'occasion de le voir juste là avant l'émission. Je ne le connaissais pas. Chapeau. Et ça vous donne des idées, ça, justement. Quitte à faire quelque chose, autant bien le faire. Oui. Vous commencez cette formation. Alors, la FEMIS, c'est ce qu'il y a le top du top, oui. La formation cinématographique. Complètement, oui. Après, donc moi, j'ai pas fait le cycle normal parce que j'étais déjà un petit peu trop âgé, et j'ai fait un cycle professionnel, un atelier scénario, parce que j'avais envie de me former à l'écriture scénaristique de long métrage. Et du coup, j'ai passé un an en alternance à la FEMIS. Effectivement, c'était une super expérience. Alors, je me souviens de vous avoir croisé à cette époque-là, et vous me disiez, ouais, c'est super. En plus, on a écrit un scénario, il y a des gens qui nous le demandent. On croit que quand on rentre là, justement, il n'y a qu'à pousser la grille, et quand on ressort, les gens vont se précipiter sur nous. Or, justement, c'est là où vous touchez peut-être du doigt que c'est
compliqué de rentrer dans le monde du cinéma, non? C'est très compliqué de monter un film, ça prend des années. Et à l'époque, j'étais heureux, effectivement, du scénario que j'avais écrit dans ce cadre-là, mais j'aimerais pas le relire aujourd'hui. Non, parce qu'à partir de cette période-là, justement, il y a quand même une période un peu de vache maigre. Il faut vivre, là. Vous avez renoncé à vos 20 000 euros par mois dans le consulting. Là, vous gagnez nettement moins votre vie, presque plus du tout même. Oui, alors je n'ai jamais gagné 20 000 euros dans le consulting. Vous auriez pu. J'aurais pu, ouais. Mais effectivement, de toute façon, c'était, j'ai abandonné mon confort en connaissance de cause. Et effectivement, c'était des années qui étaient assez dures à vivre. Je gagnais pas très bien ma vie. Le fait d'avoir fait La Vie filmée des Corses, ça m'a permis quand même de gagner un petit peu ma vie déjà en tant que réalisateur. J'ai commencé grâce à ça, en fait. Et après c'était long pour arriver à la réalisation du premier long métrage. Donc, vous attendiez à ça, justement, à ce que ça soit aussi long, aussi difficile? Non, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi difficile et d'aussi long, effectivement. Parce que vous êtes vraiment passé par des périodes assez vraiment dures. Comment vous avez tenu le coup? Une sorte de foi en ma bonne étoile ou dans le fait que j'allais y arriver un jour ou l'autre, en fait. Mais c'est complètement irrationnel, c'est complètement fou, même quand on y pense. Il y a tellement d'appelés et si peu d'élus, en fait, que quand j'y réfléchis a posteriori, je me dis que c'était complètement fou. Ouais. Mais bon, voilà, j'y croyais. Et puis, effectivement, cette première expérience de court-métrage avait été tellement intense, tellement heureuse, que j'avais juste envie d'y retourner, quoi. Donc, oui, et vous la poursuivez, d'ailleurs, en faisant d'autres courts-métrages, d'ailleurs. Oui. Suis-je le gardien de mon frère? Sisu, ça, c'est rigolo. Entre les lignes... effectivement, d'autres courts-métrages, c'est pour se garder la main? Pourquoi on fait ça? Non, parce que c'est pour faire du cinéma. Pour faire du cinéma, c'est-à-dire faire du long métrage, c'est super parce qu'on est exposé, on s'adresse au grand public, mais quand on fait des courts métrages, on fait du cinéma sur des formats plus courts, mais c'est les mêmes conditions de tournage quasiment qu'un long métrage. Donc du coup, c'est pour revivre cette expérience-là, à la fois d'écriture, qui est un moment que j'adore, et à la fois de tournage qui est là, qui est d'une intensité folle, quoi. Et donc nous sommes en 2018 quand sort Entre les lignes. Et là, tout à coup, on va vous retrouver ici. 2019, ouais. Tournage d'un long métrage. En fait, c'est ça qui est assez intéressant. C'est que ça va prendre à peu près 10 ans, là, entre la vie... Et un jour, qu'est-ce qui se passe pour qu'on vous retrouve ici? Ça va très vite, d'un coup. Mais en fait, c'est-à-dire que ce que je tourne ici, j'ai commencé à l'écrire en 2012-2013. Donc, c'est-à-dire quand je tourne ces 3 films-là, ce scénario-là est déjà en écriture. Donc, du coup, c'est plutôt long. C'est plutôt long comme processus. Mais effectivement, d'un coup, il y a un financement qui arrive et qui est un déclencheur et qui dit « Tiens, on peut y aller, allons-y, fonçons, quoi ». Et donc, voilà, ça se passe à fin 2018. Et tout s'enchaîne parce que vous avez aussi elle qui dit oui pour votre casting. Camélia Jordana, superbe comédienne, une superbe rencontre, une jeune femme épatante. Moi, j'aime tout chez elle, la chanteuse, la comédienne et la citoyenne aussi. Et la citoyenne qui porte un langage politique qui me séduit énormément. Donc, il y avait tout pour faire un bon film. Et le bon film, c'est celui-ci. Tu sais que t'es le seul chauffeur dans tout Paris à jouer cette musique? T'as pourtant pas l'air d'un clubbeur. J'étais DJ. Payé et tout. Et maintenant chauffeur. 快点，开工了！你能替我1-2个小时吗？这真的是最后一次了，我马上解脱了。 Alors, on va pas raconter l'histoire du film, parce qu'il y en a qui ne l'ont pas vu, même s'il a très très bien marché. Hein. C'est une surprise pour vous de voir que c'est pas un film grand public, a priori, qui a eu autant de succès et critique et populaire. Oui, alors populaire, c'est sorti dans une période un petit peu complexe, qui était juste après la fin du confinement, et du coup avec une difficulté pour les spectateurs de retourner en salle. Mais donc, on est très content quand même de... Est-ce qu'on est surpris?
Oui, c'est très, comment dire, c'est très émouvant en fait de voir les chiffres qui arrivent et de se dire tiens, il y a tant de personnes qui ont eu la curiosité d'aller voir mon film. J'ai du mal à le réaliser d'ailleurs. J'avais envie j'aime beaucoup le cinéma de genre, donc j'avais envie de faire un film noir parce que c'est un contexte qui me plaît beaucoup et sous prétexte de l'intrigue criminelle qui sous-tend le film noir, en fait, j'avais envie de traiter de cette thématique en fait. C'est réussi, hein, Frédéric. Merci beaucoup. Ouais, franchement. Et c'est pas de la flagornerie, c'est vraiment réussi. Et donc la question suivante, c'est qu'est-ce que ça fait d'entrer enfin dans la lumière? Ouais, je me rends pas bien compte de ça. C'est vous qui me dites que j'y suis. Hein. Moi, c'est vrai que j'avoue que je me pose pas ce genre de questions. Je suis très heureux que le film soit sorti, mais je réalise pas forcément ce que ça représente. J'ai été très heureux de voir tous les articles de presse. C'est quelque chose de très émouvant, de rassérénant quelque part, de se dire bon, je suis pas complètement à côté de la plaque, mais après de dire que je suis dans la lumière, je pourrais pas dire une chose pareille. Moi, que je continue à être un artisan qui écrit son prochain film là, et qui essaie de promouvoir. Ah oui, il y a même pas un petit peu du soulagement ou quoi? Non, on n'est pas là-dedans. J'ai pas encore ressenti ça, le soulagement. Peut-être que ça va venir, hein, mais pour l'instant, non. J'ai encore une soif de continuer à porter d'autres histoires et à progresser encore dans mon métier. Ouais. On va finir, mais avant d'aller sur cet écran, quand je vous ai appelé pour vous inviter dans cette émission, je vous disais systématiquement ça c'est important, et vous m'avez répondu, Fred. En fait, ce qui est important aujourd'hui dans ma vie, moi, c'est pas tellement ça. Ah. Oui, forcément. C'est ça. Ouais. On va devenir cucu, là, hein, mais bon. Eh oui, mais enfin bon. C'est marrant qu'après toutes ces années un petit peu de galère, etc., de réussir votre premier film, quand je vous dis ça c'est important, vous me dites non. Dominique et Sacha? Ben oui, parce que quand on vit des années de galère, en fait, on les vit avec ces personnes-là. Et pour qui vous parlez de lumière, en fait. Il y a des gens pour qui vous avez de l'importance en fonction de ce qui se passe dans votre vie, et puis il y a des gens pour qui vous avez de l'importance quoi qu'il arrive. Là, ça sera le mot de la fin, alors. Allez, venez, on essaie de faire un selfie en souriant. Allez. Vous me fait pleurer, c'est malin. Hein. Allez, à vos sourires. Hop. Merci infiniment, Frédéric. Merci infiniment. Merci. J'espère qu'on se reverra vite pour votre deuxième long métrage. J'espère bien, oui. Hein, j'espère aussi. Et on se reverra certainement à Ajaccio, de toute façon. Allez, ciao Frédéric, ciao. Par là.